Bonjour, sujet vaste à développer en peu de temps. J'ai essayé de le centrer en 4 questions. Tout d'abord, est-ce que c'est une vraie ou une fausse inégalité? On a tous eu envie à un moment d'assassiner un radiologue qui nous fait un commentaire sur un bassin oblique. Et pour les plus jeunes, si vous l'ignorez, il faut passer le temps avec les patients pour leur montrer cette ligne et leur montrer qu'il n'y a pas d'allongement intra-articulaire. Donc, savoir mesurer une inégalité de longueur, c'est probablement le premier point. Cliniquement, il y a beaucoup de méthodes qui ont été décrites. Je vais vous dire comment moi je fais. Je le fais patient couché. Je me concentre uniquement sur ce rectangle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de rachis, bien entendu. Mais une fois qu'on a le bassin avec les 2 points et les malloles avec les 2 points, on doit pouvoir déterminer s'il y a ou pas une différence de longueur des membres inférieurs. Ce qui, une fois de plus, ne veut pas dire qu'elle est intra-articulaire. Cliniquement, c'est une chose. Radiologiquement, c'est à peu près la même chose. Idéalement, il faut avoir une télémétrie ou un EOS maintenant, et c'est la même chose, c'est la distance qui sépare les têtes fémorales des malléoles. En intra-articulaire, il y a 2 techniques qui ont été décrites qui sont à peu près équivalentes. Il faut trouver une référence pelvienne, horizontale. La ligne DU est probablement plus fiable, mais la ligne ischiatique est plus simple. On peut prendre une règle, une feuille, la pochette des radios, la mettre sur la ligne ischiatique et voir où ça croise au niveau des petits trochantères. Et là, on a une différence intra-articulaire, bien entendu. C'est du DD, et si vous avez du flessum, ça fausse, et on peut s'en douter. Alors, une fois qu'on a ça, on détermine une différence de longueur. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on parle de avant l'arthroplastie. Bon, voilà ce que je pense. Si vous découvrez à l'examen clinique une différence de longueur, la première chose, c'est d'en parler avec le patient. Assez souvent, ils ne sont pas au courant. S'ils ne sont pas au courant, c'est qu'ils ne la ressentent pas. Donc, à mon sens, il ne faut rien changer. Et ensuite, s'ils sont au courant, il faut leur demander quel côté ils le sentent le plus long ou le plus court. De manière étonnante, ce n'est pas forcément celui que vous retrouvez. Ensuite, s'il y a une réelle différence de longueur qui est ressentie, si le côté à opérer est le plus court, c'est une situation relativement simple. Parce que assez souvent, si la différence est intra-articulaire, il est recommandé, consensuel, de récupérer cette différence de longueur durant l'intervention avec une limite qu'on peut estimer à 4 cm. C'est un peu le contexte des luxations congénitales et des dysplasies. Si la différence est extra-articulaire, c'est un vrai débat. Probablement, on peut aller jusqu'à 10 mm d'allongement en intra-articulaire et que ça soit à peu près transparent pour le patient. Et je pense qu'il faut en effet faire des tests de talonnette. Si en revanche le côté à opérer est plus long, vraisemblablement, c'est consensuel de ne pas vouloir l'accourcir. Il faut en informer le patient. Je vous montrerai un cas tout à l'heure qui est assez intéressant. Ensuite, on se situe après l'intervention. On a allongé le patient. Alors, si on a allongé le patient, première chose, attention, comme je vous le disais, ça peut être, si on n'a pas diagnostiqué, si on n'en a pas parlé avec le patient, l'allongement, s'il était préopératoire et qu'il n'a pas été modifié, le patient va avoir du mal à comprendre qu'il l'avait avant. Bien évidemment, la plupart du temps, c'est beaucoup plus de l'allongement que de l'accourcissement. L'incidence est très variable dans la littérature, elle décroît au fur et à mesure des décennies et des outils qu'on utilise, avec des valeurs un écart type très important de 3 à 17 mm. Mais la plupart du temps, si on redouble d'efforts, la différence de longueur doit être entre 0 et 10. C'est la première ou la deuxième cause légale avec l'infection, cause majeure d'insatisfaction, cause de beaucoup de choses comme vous pouvez vous en douter, et un problème, en particulier de problèmes rachidiens. Donc ça, c'est le cas dont je vous parlais tout à l'heure, qui était plus long déjà en préopératoire et à qui on a donné de manière pas très intelligente, malgré une planification, 5 mm en plus que la planification, et le patient pense que les 15 mm qu'il a sont entièrement liés à la chirurgie. Il n'était pas symptomatique avec 10, il est symptomatique avec 15 maintenant. Si vous avez, il faut aussi, je pense, une fois de plus, je dis ça pour les plus jeunes d'entre nous, il y a pas mal de littérature qui a montré que quand bien même les patients seraient au millimètre identiques des 2 côtés, un tiers d'entre eux auront une différence ressentie de longueur dans le premier trimestre, qui naturellement peut s'estomper, en particulier lorsqu'il y avait des déformations fixées en préopératoire. Et un tiers de ce tiers a une différence de longueur entre 0 et 10. Donc il faut se laisser du temps.
Lorsqu'elle est inférieure à 10 mm, il y a un petit support de la littérature qui laisse penser qu'elle peut être preuve d'insatisfaction, bien entendu, mais que une minorité, environ 15% d'entre elles, va rester symptomatique. Donc, il y a aussi chez les patients qui ont un rachis souple, les plus grands d'entre eux, probablement patienter, et le bassin peut un petit peu supporter, avec la charnière, peut supporter cette différence de longueur. Ensuite, si elle est vraiment mal supportée, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas beaucoup d'informations scientifiques pour savoir quoi faire. On a un symposium en cours, j'espère qu'on pourra vous donner des informations intéressantes. Il y a une étude qui est assez bien décrite par Jawad Parvizi, une étude rétrospective. Peu de causes de révision dans cette étude, 0,3% de causes de révision pour inégalité de longueur. 21 patients uniquement sur près de 7000 révisions. C'est une étude rétrospective, donc il n'y avait pas de facteur d'inclusion, mais ce qui avait été retrouvé, c'est que les patients qui avaient été opérés avaient tous plus de 2 cm de différence, et bien entendu que cette différence était symptomatique. La moyenne de temps de révision, enfin de moments de révision, était extrêmement variable. Vous voyez que ça va de 6 jours à 6 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez principalement dans cette étude des révisions de la cupule de manière étonnante. Et puis, c'était bien avant l'essor de la double mobilité, des complications en particulier de double mobilité, parce que, de luxation, parce qu'il n'y avait pas la double mobilité, parce que bien entendu, comme on peut l'imaginer, si on a coursé un patient, le risque principal, c'est l'instabilité. Alors, quand est-ce qu'on peut réviser ces patients? Cette étude montre quelque chose de très intéressant, comme le disait Eddy il y a quelques minutes. Si un seul des composants est responsable de la différence de longueur, on va en changer qu'un seul. Alors la cupule excentrée ou trop basse, c'est possible, mais c'est assez peu fréquent. La plupart du temps, c'est un problème sur le plan fémoral, et on change que l'implant fémoral. On peut avoir aussi la chance que le patient ait été opéré avec une tête longue et basculé sur une tête courte, et en diminuant à la fois la longueur et l'offset, ça peut être un compromis acceptable. Là, on peut changer qu'un seul des composants. Mais malheureusement, la situation la plus couramment rencontrée, c'est l'association entre une tige qui a été rallongée pour compenser une malposition acétabulaire, la plupart du temps une cupule rétroversée, pour éviter une luxation. Et dans ces cas, il faut malheureusement réviser les deux composants. C'est l'enseignement de ce papier de Jawad Parvizi. Alors en conclusion, c'est la première cause ou la deuxième avec l'infection. Elle peut être majoritairement évitée. Si elle est inférieure à 1 cm, généralement, il faut se laisser du temps. Elle est très rarement symptomatique. Si elle est supérieure à 2 cm, surtout si on utilise des implants sans ciment, comme je le disais hier, les patients peuvent accepter une erreur, pas un mensonge. Il faut les réviser rapidement. Et dans les autres cas, classer si c'est un ou deux composants, faire bien entendu attention à la luxation. Je vous remercie.